Alors ce soir, donc, nous allons parler de la théorie du gender, la théorie du genre. Pourquoi? C'est une théorie qui vient des États-Unis, alors je ne vais certainement pas faire l'exposé chronologique, ça vous endormirait de façon absolument certaine. Je vais simplement aborder la question d'une façon pragmatique. Aujourd'hui, nous parlons de la théorie du genre en France parce qu'elle est d'une actualité extraordinairement brûlante. Elle est d'une actualité extraordinairement brûlante parce qu'elle est en passe de devenir, en France, un concept juridique majeur qui va organiser la totalité de notre société. Et très concrètement, je vais vous en donner quelques exemples. Et en tout cas, un exemple tout à fait flagrant. Le 31 octobre 2012, c'est donc tout récent, le gouvernement a adopté un programme qui s'appelle le programme d'action gouvernementale, alors je cite le titre complet, contre les violences et les discriminations commises à raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Et c'est la première fois que dans un texte officiel apparaît cette idée d'identité de genre. Et ce programme est extrêmement complet. Quand je vous dis que toutes les parties de la société vont être touchées, je n'exagère pas. Quand on l'ouvre, on s'aperçoit que ce qui est prévu, je vais vous en donner des exemples précis, c'est que dès l'école, et dès l'école primaire, on apprendra aux enfants à rompre les stéréotypes de genre. Je reviendrai en détail sur ce dont il s'agit. Le 6 mars dernier, d'ailleurs, le Conseil des ministres a adopté un communiqué préparé par le ministre des Droits de la Femme, le porte-parole du gouvernement, Mme Belkacem, disant qu'on allait mettre en place dans les écoles les ABCD de l'égalité, dont l'objectif est de briser les stéréotypes de genre et de reconstruire ces stéréotypes d'une façon différente. En partant du principe, on le verra tout à l'heure, que c'est simplement par habitude que les petits garçons jouent avec des camions de pompiers et que les petites filles jouent avec des poupées. Et désormais, donc, il faudra faire en sorte que les petits garçons soient amenés à jouer avec des poupées tout de suite. Et qu'on leur explique que la poupée, c'est tout à fait pour eux, aussi bien qu'un camion de pompiers. Avec la volonté, donc, dès le départ, dès le plus jeune âge, de faire comprendre aux enfants qu'ils sont peut-être du sexe masculin, peut-être pas. Et qu'en tout cas, la détermination par le sexe va devenir complètement marginale. Alors, bien sûr, les enfants en question ne vont rien comprendre sur cet exposé philosophique, mais en attendant, on voit se mettre en place dans les écoles ce type de pédagogie. Alors, si on continue à prendre ce programme, on s'aperçoit que les inspecteurs du travail devront incorporer l'identité de genre à toutes leurs évaluations dans les entreprises. On s'aperçoit que dans la fonction publique, le principe sera au cœur de la charte de la fonction publique. Il est prévu également que, s'agissant de la formation de tous les professeurs, qu'il s'agisse des professeurs des écoles ou des professeurs de collège, de lycée, dans les IUFM, des modules seront mis en place pour faire de l'identité de genre un concept clé. Il est prévu que les infirmiers et les médecins devront intégrer dans leur formation initiale l'identité de genre. Je vous cite là tout simplement le texte de ce programme. Et je me contente de faire de la citation parce que ce que je voudrais faire ce soir avec vous, c'est aller progressivement vers la vérité et sans esprit polémique, mais simplement en disant les choses telles qu'elles sont. Alors, ce ne sera pas tout puisque on va modifier l'état civil, c'est ce que prévoit également le document. On va modifier l'état civil en prévoyant que les personnes qui veulent changer de sexe pourront désormais le faire sans opération chirurgicale et sans avoir besoin de passer devant un juge, par une simple déclaration. Ce qui est appelé les personnes trans pourront donc changer de sexe de cette manière-là, et elles auront un numéro de sécurité sociale provisoire dès qu'elles feront la demande, un numéro de sécurité sociale provisoire de femmes si elles décident, alors qu'elles étaient des hommes, de devenir des femmes, ou d'hommes si elles décident de devenir un homme. Ce qui est prévu également, c'est que les fédérations sportives elles-mêmes seront mobilisées. Et j'ai dans ma documentation un document de la Fédération nationale de randonnée pédestre qui écrit à toutes ces fédérations locales en leur demandant de faire remonter tous les propos qui pourraient être tenus dans les fédérations locales contraires à l'identité de genre. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel sera chargé d'élaborer avec les radios et télévisions
les lignes directrices de l'action contre les préjugés homophobes. Et vous verrez que quand on dit préjugés homophobes, en fait, on n'est pas du tout dans ce qu'on appelle les actions négatives vis-à-vis des personnes homosexuelles. C'est un concept qui, là encore, est en train de changer. Et le ministère de la Culture sera chargé de valoriser, je cite là, c'est entre guillemets, l'histoire du mouvement LGBT, c'est-à-dire le mouvement lesbien, homo, bi, transsexuel. C'est-à-dire que dans les séries télévisées, dans les programmes audiovisuels, désormais il y aura une nécessité affirmée, hiérarchique, pour les chaînes, de faire passer dans ces programmes une valorisation du mouvement LGBT. Pourquoi ce mouvement plutôt qu'un autre? C'est vous montrer là aussi une volonté d'aller très loin dans la construction intellectuelle. Et sur le plan international, il est prévu, également par ce document, que le protocole numéro 12 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sera pas signé dans sa nouvelle formulation par la France tant qu'on n'aura pas ajouté l'identité de genre dans les termes qui devront être ensuite appliqués par les juges. Donc c'est d'une actualité extraordinairement brûlante. C'est aujourd'hui. Vous savez que dans le projet de loi sur l'éducation, qui est préparé donc par M. Payon, il y a un article qui est exactement dans le sens de ce que je vous disais à l'instant sur les ABCD de l'égalité, c'est-à-dire que dès l'âge de 6 ans, des entreprises pédagogiques seront menées pour traiter le problème de l'identité de genre avec les enfants. Alors, pourquoi et comment en est-on arrivé là? Sur le plan international, cela fait maintenant 20 ans que l'identité de genre se répand. Cela date notamment de la conférence de Pékin en 1995, conférence consacrée aux droits de la femme. Et on a découvert que cette conférence avait été utilisée en réalité par des militantes LGBT, militantes du genre américaines, et que leur idée était de véritablement transformer cette conférence en une conférence du genre. C'est ce qu'elles ont dit. Je vous donnerai tout à l'heure des citations qui sont absolument écrasantes quant à leur intention de ce point de vue-là. Et dans le domaine international, je vous ai cité à l'instant ce projet concernant la Convention européenne des droits de l'homme, on voit se multiplier les textes. En 2011, sous le gouvernement de M. Sarkozy, donc, a été signée la Convention d'Istanbul, qui, à l'occasion d'un texte qui vise à s'opposer aux violences domestiques à l'égard des femmes, institue également l'obligation de faire passer l'identité de genre. Or, vous savez que tous ces textes européens ont une autorité supérieure à la loi française. Et vous ne le savez peut-être pas, mais dans le traité de Lisbonne, le traité sur l'Union européenne, figurent également des dispositions coercitives en matière, pas seulement sociale, en matière y compris morale de ce point de vue-là, puisque la Charte des droits fondamentaux dissocie complètement l'idée de mariage, d'un mariage entre deux personnes, par exemple de sexe différent, et dit simplement tout le monde a le droit de se marier, sans préciser avec qui ni comment. Et de même, depuis 2000, et la Charte des droits fondamentaux le reprend ainsi que le traité de Lisbonne, l'Europe a pris des directives extrêmement contraignantes, disant qu'il fallait éviter toute discrimination sur l'orientation sexuelle. Et vous voyez bien que quand vous mettez à côté deux concepts comme le droit de se marier, sans aucune précision, et puis la question de l'orientation sexuelle, vous avez tout de suite l'état de fait dans lequel se trouve aujourd'hui la France, avec un débat sur l'importance duquel je n'insisterai pas, puisqu'il fait la une depuis des mois et des mois dans un certain nombre de journaux. Donc vous voyez, quelque chose d'extrêmement prégnant, et si je cite le traité sur l'Union européenne, c'est parce qu'il faut que vous compreniez là aussi que même la Constitution française sera impuissante pour s'opposer à ce phénomène si nous ne prenons pas conscience de ce qu'il représente. Avec le traité de Lisbonne, le droit communautaire s'impose à la Constitution française. C'est-à-dire que même si vous prenez par référendum un texte, ici, en France, en affirmant quelque chose sur un élément du droit communautaire, eh bien, ce texte, y compris adopté par référendum, sera écarté d'un geste de la main par la Cour de justice de l'Union européenne, qui dira que dans le traité de Lisbonne, il est écrit en toutes lettres que la constitution des États est désormais subordonnée au droit communautaire. Donc, nous sommes confrontés, si j'ose dire, à quelque chose qui ne va pas pouvoir être laissé dans l'oubli. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que la théorie du genre? Ou plus exactement, qu'est-ce que l'idéologie du genre? Il y a deux précautions tout d'abord à prendre. Première précaution, ça n'a rien à voir avec l'homophobie. C'est-à-dire que la lutte contre les problèmes d'identité de genre, ça n'a aucun rapport avec la lutte contre l'homophobie. Qu'est-ce que c'est que l'homophobie, si on prend les termes tels qu'ils doivent être pris? L'homophobie, c'est avoir une attitude négative envers les personnes
faire peser sur les personnes des refus qui seraient fondés uniquement sur le fait que ces personnes sont homosexuelles. Ça, c'est l'homophobie. Avec l'identité de genre, ce n'est plus du tout cela qui est en cause. Et vous le verrez parce que j'en ferai la démonstration. L'homophobie va être conçue simplement comme la manifestation de gens qui continuent à penser que les sexes sont différents et que quand on est un homme, on est un homme et quand on est une femme, on est une femme. Et donc, lorsque on lutte pour mettre fin à des difficultés liées à l'identité de genre, ça n'a rien à voir avec une lutte contre l'homophobie, c'est simplement quelque chose qui veut faire rentrer dans les esprits une autre vision de la société. Ça n'a rien à voir non plus avec le féminisme. Le féminisme, c'est, tel qu'on l'a conçu, le fait d'assurer aux femmes un traitement égal avec celui que les hommes peuvent recevoir. Situation égale dans le travail, salaire égal. Situation égale dans la société, salaire égal ou traitement égal. L'identité de genre, ça n'a plus rien à voir avec ça, et je vais vous en donner deux exemples. Des exemples qui sont assez frappants. Vous savez que jusqu'au début des années 2000, les femmes fonctionnaires, et je crois qu'il y a des enseignants ici, les femmes fonctionnaires pouvaient prendre leur retraite avec jouissance immédiate au bout de 15 ans. Retraite proportionnelle, certes, c'est-à-dire calculée en fonction du temps passé au travail, mais retraite avec jouissance immédiate. Et donc, si elles avaient 3 enfants, bien sûr, excusez-moi, j'allais le rajouter. Si elles avaient eu 3 enfants, sinon ça n'avait pas de rapport. Donc les femmes fonctionnaires pouvaient prendre leur retraite avec jouissance immédiate, dès lors qu'elles avaient eu 3 enfants, retraite proportionnelle. La Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt en disant « ça c'est intolérable que ce soit réservé aux femmes ». C'est une rupture d'égalité. Et que s'est-il passé? On a supprimé cet avantage pour les femmes. Et donc on a fait quelque chose sur le plan juridique, quelque chose qui aboutit à enlever à des personnes un avantage qu'elles avaient, ou en mettant des conditions telles qu'elles ne peuvent plus en bénéficier telles qu'elles en bénéficiaient auparavant. Mais c'est faux. Alors je vais revenir après, je répondrai à votre question. Deuxième exemple, est-ce que vous avez vu la question des assurances? La question des assurances, vous savez que les femmes aujourd'hui ont connu une évolution de leur situation, c'est-à-dire que les femmes payaient des cotisations d'assurance moins importantes jusqu'au mois de décembre que les hommes, parce qu'on considérait qu'elles avaient une accidentologie qui était moins forte. C'est-à-dire que les accidents coûtaient moins cher quand on était une femme que quand on était un homme. Eh bien, au mois de décembre, on a supprimé cette possibilité. C'est-à-dire que désormais, les femmes vont avoir, vous l'avez tous entendu, leur cotisation d'assurance alignée sur celle des hommes, de façon à ce qu'il n'y ait plus d'inégalité dans le traitement. Et cette affaire des assurances est tout à fait frappante parce que ça signifie qu'on est en train de nier justement l'égalité entre les personnes en faisant prétendument office d'égalité. Parce que quand vous voulez avoir un traitement égalitaire entre les personnes, vous prenez en considération leur situation. Et la situation de femmes qui ont moins d'accidents, dont les accidents coûtent moins cher, doit être prise en compte lorsqu'on détermine les cotisations. Et là, pour le principe d'égalité entre les femmes et les hommes, on nivelle les cotisations. Et donc, on aboutit à quelque chose qui est défavorable pour les femmes, alors qu'auparavant, c'était favorable pour elles. Alors, je vais vous donner un certain nombre de citations qui vont montrer jusqu'où tout cela va. Dans la conférence de Pékin en 1995, les militantes LGBT ont dit la chose suivante. Les États doivent reconnaître pour toute femme le droit à déterminer sa propre identité sexuelle. Sa propre identité sexuelle. Réfléchissons un instant sur ce terme. Le droit pour toute femme à déterminer sa propre identité sexuelle. Comme si la femme avait besoin d'un droit à déterminer son identité sexuelle. Logiquement, elle sait quelle est son identité. Alors après, il y a d'autres choses qui sont, à première vue, moins délicates à comprendre. Le droit à contrôler son corps, tout particulièrement au moment d'établir des relations d'intimité. Le droit de choisir selon les cas quand et avec qui engendrer et élever des enfants. Quand et avec qui engendrer et élever des enfants. Il s'agit de droits fondamentaux pour toute femme, sans distinction d'orientation sexuelle. On voit déjà apparaître là ce terme d'orientation sexuelle. Une autre militante ajoute la chose suivante. Elle dit « Il faut bien prendre conscience que désormais, il n'y a plus de sexe. Il n'y a plus deux sexes. Il y en a 5. Il y a les femmes homosexuelles, les femmes hétérosexuelles, les hommes homosexuels, les hommes hétérosexuels et les bisexuels. Ce sont les 5 sexes désormais qui existent. Ce sont les 5 sexes qui existent désormais. À quoi veulent aboutir ces personnes? Eh bien tout simplement, on peut lire cette production, enfin c'est quelque chose qui a été écrit par une des principales tenantes aux États-Unis, Nancy Schoenrow, qui écrit dans un livre qui a été publié à Berkeley, The Reproduction of Mothering, la suppression de la famille biologique
fera aussi disparaître l'obligation de procéder à la répression sexuelle. L'homosexualité masculine, le lesbianisme et les relations sexuelles extramatrimoniales ne doivent plus être considérées de manière libérale comme des options alternatives, hors du pouvoir de réglementation de l'État. Au lieu de cela, même les catégories d'homosexualité et d'hétérosexualité seront abandonnées. L'institution même des relations sexuelles où l'homme et la femme exercent un rôle bien déterminé disparaîtra. L'humanité pourra enfin revenir à sa sexualité perverse polymorphe. Donc, vous voyez que ça n'a plus rien à voir avec l'égalité entre la femme et l'homme. Ça n'a plus rien à voir avec le fait qu'on traite moins bien certaines femmes dans certaines situations. Et tout cela repose en fait sur le fait que l'identité de genre est conçue simplement comme un phénomène culturel. Un phénomène culturel qu'il faut briser parce que c'est une construction purement artificielle. Cela va très loin parce que dans cette recherche de nouvelle nature humaine, on voit par exemple des militantes qui se sont posées la question de savoir ce qu'il fallait faire pour les femmes qui souhaitent élever leurs enfants et qui souhaitent par exemple élever leurs enfants chez elles. Et vous avez une militante notamment qui dit très clairement, attention, si on laisse aux femmes l'option leur permettant de choisir de rester chez elles pour s'occuper de leurs enfants, trop d'entre elles le choisiront. Trop d'entre elles le choisiront. Il faut donc le leur interdire. Il faut donc le leur interdire. Et quand on creuse encore l'ensemble des citations, on s'aperçoit que même dans ce que vous avez sous la main, très facilement, vous tombez sur de telles définitions. Vous avez par exemple le Wiktionnaire. Le Wiktionnaire, qui est sur Internet très facilement à disposition de tout le monde, vous fait la définition suivante. L'identité de genre est le sentiment profond d'appartenance à une identité féminine, masculine ou autre, indépendamment des caractéristiques biologiques, notamment les productions hormonales et les organes sexuels. Vous entendez bien déjà cette première partie de la définition. L'identité de genre est le sentiment profond d'appartenance à une identité féminine, masculine ou autre, indépendamment des caractéristiques biologiques. C'est-à-dire que peu importe le sexe biologique dont je suis doté, j'ai une identité qui doit être et qui peut être différente. C'est vraiment une façon très claire de dire je suis un homme sur le plan sexuel ou je suis une femme sur le plan sexuel, mais je peux avoir une identité différente. Et je dois pouvoir exercer ma liberté de choix de la façon la plus libre possible en ce qui concerne cette identité différente. Et la définition ajoute, je reprends depuis le début pour bien que vous l'entendiez, l'identité de genre est le sentiment profond d'appartenance à une identité féminine, masculine ou autre, indépendamment des caractéristiques biologiques, notamment les productions hormonales et les organes sexuels, et de l'orientation sexuelle. Alors là, ça devient compliqué. Parce qu'il y a le sexe naturel, biologique, il y a ensuite l'identité que l'on décide d'appréhender, de rejoindre, et ceci est encore autre chose que l'orientation sexuelle. Alors, généralement, quand je cite cette phrase, mais que voulez-vous? Elle est dans le Wiktionnaire. C'est quand même, Wikipédia, le Wiktionnaire sont des choses que tout le monde consulte assez facilement. Quand je dis cette phrase, je déclenche souvent des sourires et des rires. Pourquoi? Parce que si nous allons jusqu'au bout de ce qui est écrit, concrètement, ça veut dire que moi, homme, je peux décider d'avoir une identité féminine. Et on a vu que si je veux changer de sexe, ce sera désormais considéré comme un droit absolu. Donc j'ai le droit d'avoir une identité féminine. Mais je peux en même temps avoir une orientation sexuelle différente. C'est-à-dire que je suis un homme, je choisis d'avoir une identité féminine, mais si je décide d'avoir une orientation sexuelle vers les femmes, rien ne m'en empêche. Et à ce moment-là, je serai lesbienne. Je ne vois pas comment éviter cette conclusion. Je me contente de citer exactement ce que vous avez sous les yeux. Et on trouve d'autres citations, il faut en donner encore quelques-unes. Hein. Tout cela semble parfaitement logique, nous dit-on, parce que le genre est un simple produit de la culture et de la pensée humaine, une construction sociale qui crée la véritable nature de chaque individu. Donc à partir du moment où on crée par la société le sexe, le genre, eh bien on peut le déconstruire et on peut effectivement faire ce qu'on veut. On peut effectivement faire ce qu'on veut. Cela touche également le problème de la filiation. Alors auparavant, il y a quand même une citation qu'il faut que je vous donne, elle est de Caroline Mécari. Caroline Mécari, vous savez, c'est une grande avocate qui est très présente sur les plateaux de télévision et qui défend avec acharnement la théorie du genre, entre autres. Eh bien, le 11 septembre dernier, elle était au Sénat avec M. Borillo, notamment, M. Héribon,
Et elle a fait la déclaration stupéfiante suivante. Elle a fait la déclaration consistant à dire « La relation naturelle entre un homme et une femme, c'est une violation de l'amour, c'est une violation des droits de l'homme. » Je répète cette phrase. La relation naturelle entre un homme et une femme, c'est une violation de l'amour, c'est une violation des droits de l'homme. Monsieur Bourguillot, à la même tribune, faisait allusion à la filiation. Et il a indiqué de façon très très claire, et ça a été dit par le rapporteur, d'ailleurs à l'Assemblée nationale récemment, à propos du projet de loi sur le mariage des personnes de même sexe, il faut en finir avec la filiation biologique. La filiation biologique, c'est terminé. Madame Belkacem, d'ailleurs, l'a dit récemment, en tant que porte-parole du gouvernement. La filiation biologique n'a plus lieu d'être. Et en fait, ce qui doit aboutir, ce qui doit advenir, c'est une filiation sociale. Une filiation sociétale, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est moi qui vais décider de qui je suis le père. Et je peux décider d'être le père de quelqu'un d'autre que mon propre fils. Il y a une sorte d'exaspération en quelque sorte de la possibilité au regard de l'enfant d'être libre de son choix qui va jusqu'à nier totalement l'idée d'une filiation biologique. Et on trouve d'ailleurs des manifestations de cela dans des domaines qui sont apparemment un peu lointains mais qui sont en réalité expressifs de cette déformation d'esprit. Lorsque vous avez des personnes qui veulent par exemple avoir un titre de séjour, qui viennent de l'étranger, très souvent dans les contentieux qui se nouent, on voit la revendication d'une paternité par reconnaissance. Et on voit des dossiers dans lesquels les personnes qui font cette reconnaissance de paternité reconnaissent parfois l'enfant 15 ans après la naissance de l'enfant, sans qu'il y ait aucune trace de la vie commune avec la mère, sans qu'il y ait aucune trace, dans la plupart des cas, de l'entretien de cet enfant par cette personne. Et très souvent, pas toujours, parce qu'il y a des officiers d'état civil qui veillent au grain, et donc ça part chez le procureur de la République quand c'est nécessaire, mais pas toujours, malheureusement. Et bien très souvent, on se borne à prendre en compte une reconnaissance de paternité, et ça suffit. Et vous avez des personnes aujourd'hui qui reçoivent des titres administratifs simplement parce qu'elles ont dit « je suis le père de cet enfant » sans qu'on ait aucune trace, sans même qu'on prenne la précaution de faire un test sanguin. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de mouvement psychologique qui s'est créé où, finalement, encore une fois, la filiation ne doit plus nécessairement être logique. À l'extrême, c'est presque aussi intéressant et important que la personne dise « je suis le père, je reconnais être le père, je veux l'être », qu'il le soit véritablement, sur le plan naturel. Sur le plan naturel. Voilà un petit peu donc ce qu'est cette théorie du genre. Il faut bien comprendre que l'idée qui est derrière tout cela, ça n'est pas du tout quelque chose de fumeux. Il m'est arrivé de faire des conférences et puis d'avoir des réactions consistant à dire mais comment peut-on croire un instant à tout cela? Comment peut-on prendre en sérieux ces développements? Il va de soi qu'il suffit de dire ce que vous venez d'annoncer pour que tout le monde tourne la tête en disant j'ai affaire à des gens qui sont absolument pas sérieux. Qui peut croire un instant à cette indifférenciation absolue des sexes? Eh bien, la dernière fois que j'ai fait une conférence dans un milieu juridique, j'ai eu des réactions de ce type. C'est-à-dire des magistrats qui se sont dit mais écoutez, c'est tellement ahurissant ce que vous nous racontez que personne ne peut le prendre au sérieux. Et puis j'ai eu d'autres magistrats qui se sont levés, un ou deux, minoritaires, en disant mais pas du tout. C'est une théorie très sérieuse. C'est une théorie à laquelle nous adhérons. Et donc, ne pensez surtout pas qu'il s'agit d'idées qui sont tellement iconoclastes qu'on ne peut pas les prendre au sérieux. Dites-vous bien que c'est quelque chose qui est en marche. Et je vais vous donner aussi quelques illustrations qui sont amusantes. J'ai un article de l'Express sous les yeux. Un article de l'Express qui est très intéressant parce que j'ai appris en lisant cet article, c'est un article qui date du 16 mars 2013, pour ceux qui voudraient avoir des références précises. Et on apprend que les ministres actuellement suivent des cours sur la théorie du genre. Et alors ces cours sont donnés par Caroline de Haas. Et alors l'Express nous dit cette dame est très en pointe sur le sujet depuis longtemps, elle a un fort caractère, elle impressionne les ministres, puisque les ministres disent Caroline, on la reçoit bien et on fait attention, sinon on se prend une dégelée dont on se souvient longtemps. Un ministre qui parle comme ça, cette personne qui lui fait un cours sur le genre. Et cette personne, elle a fondé une association qui s'appelle Oser le clitoris. C'est ce qui lui a donné une certaine célébrité. Donc aujourd'hui, nos ministres suivent des cours sur le genre, faits par une personne et qui a fondé une association qui s'appelle Oser le clitoris. Pourquoi pas? Mais c'est quand même
c'est quand même un petit peu étonnant que nos ministres en soient là. Et alors ce qui est intéressant, c'est la réaction de Pierre Moscovici, nous dit l'Express. Pierre Moscovici n'a pas caché à Bercy l'ennui que suscitait en lui l'exercice. Et François Lamy, ministre délégué à la ville, dit « Il faut dire que la seconde partie du stage, où on vous explique qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme, peut laisser un peu perplexe. » L'Express. Donc je n'invente rien. L'Express, je n'invente rien. Et dans ce même article, on apprend que Manuel Valls a demandé que son administration de la place Beauvau bénéficie du même stage. Là aussi, c'est un élément qui vous montre que quand on parle de cette théorie du genre, et vous voyez bien que là, il n'est pas question, qu'il n'est pas question d'assurer l'égalité entre l'homme et la femme. On ne vous dit pas, nous visons à assurer l'égalité entre l'homme et la femme, on nous explique qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Alors, ce que visent les tenants de cette théorie, et je vais un peu vite et je répondrai à vos questions, c'est à bouleverser totalement les codes de la société. C'est-à-dire que la société telle que nous la connaissons doit disparaître. Elle doit vraiment disparaître de fond en comble. Et tout est fait étape par étape. Vous avez une personne qui est célèbre aux États-Unis, qui s'appelle Gillian Keenan, qui a publié sur un site qui s'appelle Slate.com aux États-Unis un document récent dans lequel elle dit la prochaine étape pour nous, je pourrais vous donner des références, la prochaine étape pour nous, c'est la polygamie. Mais attention, pas la polygamie au sens où l'entendent les musulmans, par exemple. C'est-à-dire, c'est pas un homme avec plusieurs femmes. C'est la polygamie avec plusieurs hommes et plusieurs femmes. C'est-à-dire qu'elle écrit en toutes lettres, si une femme veut se marier avec un homme qui a déjà 3 autres femmes, pas de problème. Et s'il y a également des hommes dans ce mariage, pas de problème non plus, c'est son choix. C'est son choix. Donc, on voit bien ici se mettre en place toute une vision de la société où il ne doit plus y avoir de différence entre les sexes, je viens de le dire, et il faut que les relations sexuelles, et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de sexualité perverse et polymorphe. Quand on dit sexualité perverse, on entend parler d'une sexualité qui est retournée par rapport à ce que nous avons l'habitude de connaître. Et polymorphe, ça veut dire de toute forme. Lorsqu'on dit qu'il y a 5 sexes, c'est bien une façon d'exprimer qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de différenciation entre les personnes. Il y a simplement des modes différents d'exercice de la sexualité, avec qui on veut, dans les conditions où on le veut. Et toutes les personnes qui défendent cette idéologie défendent évidemment, avec le même acharnement, la procréation médicalement assistée et la gestation par autrui. Pourquoi ? Eh bien parce que si vous êtes un homme et que vous voulez avoir des enfants, vous n'avez pas d'autre choix que de recourir à la gestation par autrui. Et si vous êtes des femmes qui ne voulez pas aller avec un homme et que vous voulez quand même des enfants, il vous faudra la procréation médicalement assistée. Il faudra aller chercher du sperme chez un donneur et puis l'utiliser avec l'autre personne avec laquelle vous êtes. Et si vous êtes un homme et que vous voulez avoir des enfants, il faudra que vous fassiez porter un enfant que vous aurez eu avec une autre, que vous n'aurez pas eu. Vous allez donner votre sperme pour qu'une autre femme porte votre enfant de façon à ce que vous le récupériez ensuite. Et tout ça est absolument lié. Et c'est en cours également aujourd'hui, puisque si je prends par exemple les propos du rapporteur devant le Sénat, Jean-Pierre Michel, du projet de loi, où il était question de la PMA en un premier temps, même si on peut espérer qu'il y a un mouvement en arrière, eh bien, la coupure de presse que j'ai sous les yeux dit la chose suivante, c'est dans le Monde du 6 avril 2013, Jean-Pierre Michel est très ouvert à toutes les formes d'homoparentalité, à la procréation médicalement assistée pour les lesbiennes, à la gestation pour autrui, pour les couples d'hommes. Aujourd'hui, dit-il, les gens vont à l'étranger pour le faire, il faut autoriser la GPA et l'enserrer dans des règles très strictes. Je comprends les réticences des opposants, mais il y a aujourd'hui beaucoup de familles différentes, et personne ne peut dire de bonne foi que les enfants sont plus mal élevés, insécurisés ou malheureux s'ils sont élevés par des couples homosexuels. Mais ce qui est intéressant dans cette première partie de la citation, c'est que aujourd'hui, les responsables qui sont à l'origine des réformes les plus importantes que connaît notre société n'hésitent pas à dire que la GPA et la PMA est absolument indispensable pour aller jusqu'au bout de l'ouverture de nouveaux droits. Le danger que pourrait avoir les dangers sont évidents. Les dangers sont évidents, c'est la rupture complète de tous les codes, c'est la rupture complète de toute l'organisation que nous connaissons aujourd'hui. Je vais très vite et puis vous poserez les questions tout à l'heure. Mais le monde vers lequel nous nous dirigeons, quel peut-il être? Alors je suis un peu un lecteur de science-fiction, où je l'étais dans le passé, et à un moment donné je me suis dit, on est en train de faire le meilleur des mondes, là de succès. Peut-être pas 1984, parce que là c'est vraiment sur l'hédonisme. Mais du coup je suis allé relire le meilleur des mondes que j'avais lu il y a 25 ans.
Et je me suis aperçu que Huxley n'allait pas si loin. Huxley ne va pas jusque ce que je viens de décrire comme étant le but poursuivi par les tenants de la théorie du genre. Lui, il disait simplement « chacun appartient à tout le monde ». Donc les femmes étaient pneumatiques, pour reprendre le terme qu'il employait dans son ouvrage, et elles étaient prises au fur et à mesure par qui voulait les prendre. Avec autant de partenaires qu'elles en voulaient, c'est ça le meilleur des mondes. Mais c'était toujours avec le respect, entre guillemets, de la nature et de la différenciation des sexes. Là, il n'est plus question de ça, on va beaucoup plus loin. Et on va beaucoup plus loin, pourquoi? Parce que ce qui est au fond de ce projet, c'est une révolte contre la nature humaine. C'est une révolte contre la nature humaine, alors c'est une révolte qui à certains égards peut se comprendre, et j'y reviendrai, mais qui consiste à dire, au nom de quoi les femmes devraient-elles supporter de porter pendant 9 mois des bébés et de souffrir pour accoucher. Mais attention, je suis sûr que quand on dit ça, il y a quelque chose qui résonne en chacun de nous tout de même. C'est vrai que porter des bébés pendant 9 mois et en souffrir, c'est quelque chose d'important. Alors évidemment, on oublie quand on dit ça, qu'il y a toute la communication du bébé avec sa mère pendant que le bébé est dans le ventre de sa mère, le fait qu'il s'habitue à la voix de sa mère, le fait que quand elle chante, il s'habitue à ce chant, le fait que quand il vient au monde, il retrouve déjà quelque chose qui est très fortement imprimé en lui parce qu'il a été dans l'intimité de sa maman pendant tous ces mois, et toute la science moderne se développe pour montrer la richesse de la relation qui existe entre le bébé et sa mère avant la naissance. Mais en un premier temps, surtout si par exemple il y a une carrière brillante à faire, c'est quelque chose de terrible. On est obligé de s'arrêter de travailler pour avoir son bébé. Et donc il faut le prendre au sérieux, parce que souvent on me dit, mais pourquoi cette théorie est-elle si forte? Pourquoi s'imprègne-t-elle si facilement? Comment se fait-il qu'en France, on a été amené récemment à constituer une commission d'enquête à l'Assemblée nationale pour savoir pourquoi et comment cette théorie s'était imposée partout? Parce qu'il y a quelque chose qui résonne en chacun d'entre nous sur ce plan-là. Certains hommes d'eux-mêmes rêvent d'avoir des enfants, et puis ils ont eu des expériences malheureuses avec des femmes, et donc ils disent, moi je ne veux plus avoir d'expérience avec une femme, je veux avoir un bébé sans elle. Il n'y a que la GPA. Mais ce qui est exprimé là-dedans, c'est la volonté de s'affranchir de la contrainte naturelle et d'être complètement un être nouveau qui ne soit plus jamais limité par la nature qui nous a été donnée. Et les conséquences, elles sont doubles. Une sur le plan pratique et une sur le plan philosophique. Sur le plan pratique, la conséquence, c'est que notre société, si nous laissons faire cela, va s'orienter vers cette déformation. Petit à petit. Le fait, par exemple, qu'on remplace progressivement le congé de maternité par un simple congé parental, le fait qu'on considère que les hommes aient les mêmes droits à congé que les femmes, alors que les femmes ont porté des enfants et pas eux, si vous y réfléchissez un instant, c'était quelque chose qui est tellement présent dans tous les médias que plus personne ne se pose la question. On estime que c'est l'égalité qui va de soi. Mais il y a quand même quelque chose de choquant dans cela. De faire en sorte que les femmes ne puissent plus avoir des congés qui tiennent compte de ce que spécialement elles ont porté l'enfant. Sauf à dire, on n'a plus à tenir compte de la nature. Et tout est absolument lié. Et donc il va arriver un moment sur le plan pratique où on va mettre en place toute une série d'institutions qui vont coûter beaucoup d'argent. On va mettre en place la GPA, on va mettre en place la PMA, ça va coûter extrêmement cher. Et on va laisser se créer un état d'esprit qui va se structurer autour de l'idée que désormais, accepter de concevoir un enfant naturellement, c'est refuser de se libérer. Sur le plan philosophique, sur le plan pratique, c'est immédiat. Il va arriver un moment où on dira, mais si vous acceptez de perdre votre carrière, si vous acceptez de ceci, cela pendant quelques mois, pour faire un effet, vous ne respectez pas votre liberté. Et donc, si vous acceptez de ne pas faire respecter votre liberté, vous abdiquez votre dignité. Et donc on dira aux femmes, à partir du moment où vous êtes d'accord pour continuer à avoir des bébés naturellement, vous abdiquez une partie de votre dignité de femme, et nous, en tant qu'État, on ne va pas le supporter indéfiniment. Sur le plan philosophique maintenant, que voit-on se dessiner? Eh bien la substitution à la réalité de quelque chose qui est purement culturel. C'est pour ça que je parle de fondamentalisme culturel quand je parle d'identité de genre. Fondamentalisme culturel au sens de l'intégrisme. C'est-à-dire la substitution d'un projet arbitraire à la nature. Qu'est-ce qui permet aux gens de vivre ensemble? Qu'est-ce qui permet à une société de continuer à vivre? C'est le fait qu'il y ait des références qui soient en quelque sorte intangibles et qui fassent l'unanimité sur un certain nombre de points. À partir du moment où vous faites abstraction complètement de la nature, où vous dites ce que disent les tenants de cette théorie,
eh bien vous substituez à la nature un projet culturel de votre propre invention, et donc finalement, c'est la force qui va l'emporter. Le projet culturel le mieux défendu, le plus fort, s'imposera à tous les autres. Et c'est la porte ouverte à tous les totalitarismes, et je considère que cette idéologie du genre qui est en train de se développer, si nous la laissons avancer, et elle avance constamment, eh bien va aboutir à un totalitarisme d'une ampleur insoupçonnée, qui certes ne sera pas accompagné de chars, il n'y aura pas de fusil à l'appui, mais il y aura d'autres armes, et on aura un bouleversement complet de non seulement de notre société, mais de notre civilisation et de notre nature. Voilà, je m'arrête là, parce qu'il y aura certainement beaucoup de questions, et c'est à l'occasion de ces questions que je répondrai aux interrogations.